Ça, c'est l'album numéro un qui s'appelle Le mystère du soleil froid. Alors, comment est-ce que tout ça est né? Eh bien, tout simplement d'une question de jeunes. Et c'est pour ça que j'ai proposé ce thème, actualité de Claude Tresmontant auprès des jeunes d'aujourd'hui et des moins jeunes d'ailleurs. Donc, c'était un petit groupe de jeunes qui venaient chez nous voilà, tous les 15 jours pour se préparer à la confirmation. Et ils étaient une dizaine. Et ils prenaient un repas. Et il y en a un qui s'appelle Nicolas. Alors, dans la bande dessinée, tout le monde connaît le petit Nicolas, hein. Bon, je crois que bon. Et là, c'était un grand Nicolas d'un mètre 95 à 15 ans en seconde. Hein, ça c'est grâce aux cornflakes et à toutes les choses qu'on mange au petit déjeuner. Et ce grand Nicolas était un petit peu impertinent, mais voilà la question qu'il a posée. Il a dit à un moment donné, Monsieur, vous trouvez pas que la Bible, bon, c'est beau, mais est-ce que c'est pas un peu dépassé avec tout ce que nous savons sur le même monde par les sciences? Bon, c'était, vous voyez, la question. Et alors, je connaissais des réponses toutes faites, hein. Je vous les dirai pas tout de suite. Mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce soir-là. Je n'ai pas usé de la réponse toute faite, tarte à la crème, mais je lui ai répondu, écoute, c'est une très bonne question. Simplement là, c'est la fin de l'heure. On se revoit dans 15 jours. Ça me laisse le temps de travailler. Et je ne savais pas ce que je disais en disant ça me laisse le temps de travailler parce que depuis 12 ans maintenant, j'arrête pas de travailler sur ces questions en effet. La chance que j'avais pour lui répondre une telle question, c'est que je me souvenais qu'on m'avait offert, ça serait long à raconter, et que j'avais quelque part dans mes bouquins quelque chose qui pouvait parler de ce sujet, parce que je me souvenais qu'il y avait une photo de galaxie sur le bouquin, et premier miracle, j'ai retrouvé ce bouquin sans trop de difficultés, ce qui est quand même assez exceptionnel, vous en conviendrez quand on cherche un bouquin qu'on n'a pas lu. Voilà. Et effectivement, ce bouquin, on l'a cité déjà plusieurs fois, c'était L'histoire de l'univers et le sens de la création d'un certain Claude, je ne savais pas si on disait Trémontant ou Tresmontant à l'époque. Mais je peux dire qu'avant d'aller me coucher, en feuilletant ce livre et en m'arrêtant comme on fait quand on feuillette un peu au hasard, chaque fois que je m'arrêtais, ça parlait du sujet de la question posée par ce jeune. Et je me suis dit, génial, je vais faire une bonne nuit parce que je sais que demain, j'ai déjà de quoi bosser avec ça. Et ce livre étant lu, ça m'a renvoyé à d'autres et j'en ai lu plusieurs. Et de plus en plus, alors pas uniquement du Tresmontant, mais beaucoup quand même de Claude Tresmontant que j'achetais d'occasion, etc. Et puis d'autres choses autour. Et la première, enfin en amont, la première réaction que j'ai eue en découvrant ce premier livre, L'histoire de l'univers et le sens de la création, c'est comment se fait-il qu'on ne m'ait pas parlé de tout ça plus tôt? C'était comme une évidence totale que ces informations que je découvrais dans ce livre, il était hors de question de les garder pour moi ou pour mon petit cercle de famille ou d'amis. Il fallait absolument faire quelque chose avec ça parce que tout simplement, c'est de l'information et elle est faite pour être transmise et elle est de nature à vraiment aider les gens à réfléchir. Alors j'ai commencé par faire des petits dessins avec des photocopies. Je suis allé voir, j'ai vu l'éditeur, je me suis dit, il faut que j'aille demander à l'éditeur ce qu'il en pense. Et puis Claude Tresmontant, qu'en est-il de lui? Est-ce qu'il est toujours en vie ou pas, etc. Vous voyez, j'ai découvert. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai fait une première bande dessinée, sans savoir si je pourrais en faire une deuxième, et ainsi de suite. J'ai été beaucoup aidé à l'époque par Frédéric Aymard de la revue France Catholique et Monsieur Didelot, qui ont été mes premiers co-éditeurs ici présents. Et voilà, puis maintenant je vole de mes propres ailes. Et puis, encore une fois, je vous dis, je ne savais pas jusqu'où ça irait. Alors, je vous montre un petit épisode du premier album. Pourquoi? Parce que c'est celui qui me sert de démarrage avec n'importe quel groupe de jeunes, de collégiens, de lycéens, d'étudiants ou même d'adultes, puisque, à ma grande surprise, quand j'ai commencé à faire ces bandes dessinées, on a commencé à m'envoyer des mails et des coups de téléphone pour me proposer de venir parler de tout ça dans des collèges, des lycées, des facultés, etc. Alors, voilà, c'est bon. Alors, je vous montre le premier petit épisode. Vous allez comprendre la méthode, en fait, de ce que j'ai appelé les indispensables. Et je tenais à ce que, bon, bien sûr, c'est un jeu de mots facile, mais je tenais à ce qu'il y ait le mot indice dans la collection pour que on ne vienne pas dire Brunor donne des preuves de l'existence de Dieu, parce que personnellement, j'y arrive pas. Il y a peut-être des gens qui arrivent, moi, je ne sais pas le faire. En revanche, des indices, et c'est ça la surprise, c'est qu'il y en a, mais vraiment à l'appel.
Vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Et ça, c'est Claude Tresmontant a fait un travail considérable. Un petit peu, ouais, c'est pas comme quelqu'un dont on apprécierait la pensée. Enfin, on l'a suffisamment dit ici. C'est pas quelqu'un, voilà, un artiste génial qu'on aime. C'est quelqu'un qui a découvert, pour moi, pardonnez la métaphore, je pense qu'elle est même faible. C'est quelqu'un qui a découvert un continent qu'on ne connaissait pas. Un peu comme au temps de Christophe Colomb, hein, vous voyez, il découvre, voilà. Il a découvert un continent, et maintenant qu'il a découvert ce continent, eh bien, tout le monde peut y aller. Les gens qui vont en Amérique ne sont pas des disciples de Christophe Colomb. Je crois pas. Ce sont juste des gens qui savent que maintenant on peut aller là, etc. Voilà. C'est un peu pareil, à mon avis, avec Claude Tresmontant, ou comme quelqu'un, ou un spéléologue qui aurait creusé, qui serait passé dans des goulots, sous l'eau, froide, dans des grottes, pour finalement trouver une grotte de Lascaux, une grotte Chauvet ou quelque chose. Et mon boulot, si vous voulez, c'est de rendre le chemin plus accessible qu'il n'était pour le chercheur, le pionnier, l'explorateur qui a découvert ça. Vous voyez, c'est bon. Mais... Alors, je vous montre le premier épisode. Et j'insiste beaucoup auprès des jeunes auprès de qui je parle. Il faudra vraiment que Bérangère, tu me fasses signe parce que, en fait, quand je commence, ça ne s'arrête jamais. Ma femme est là pour vous le dire. Donc, vraiment, partez au fur et à mesure. Ça sera les 10 petits nègres. Bon. Alors, j'ai la chance de pouvoir dire à tous les groupes de jeunes qui m'écoutent, je vais vous parler là pendant une heure ou deux de choses qui vont peut-être vous surprendre. Il y en a qui vont dire j'y crois pas à tout ça, et je vous dis ne le croyez pas, ne me croyez pas. Mais au contraire, vérifiez vous-même. Moi j'attire votre attention sur des sujets, ne les croyez pas. Je ne suis pas là pour qu'on me croie, mais voilà, pour que vous puissiez vérifier. Et c'est très détendant pour les lycéens, surtout que souvent j'interviens en classe de pastorale et ils ne sont pas habitués à ça, et dans les autres matières non plus. Alors, on y va. Je fais la lecture pour ceux qui sont loin. Je vous montrerai peut-être un autre petit épisode si on a encore du temps après. À cette époque-là, il y a 3000 ans, il y avait de très grandes... Tintin. Alors, je fais le suspense aussi. De très grandes civilisations. Alors on les connaît bien, les élèves de 6e les connaissent bien. On peut beaucoup durer avec ce passage-là, avec des élèves de 6e ou même de CM1, CM2, je l'ai fait aussi. Et ça peut être un point de départ même pour les terminales. De très grandes civilisations, on les passe rapidement en revue, les Sumériens, les Égyptiens, les Babyloniens, puis les Grecs, les Perses et les Romains. Alors ils ont des points communs, ils sont tous très intéressés par le ciel et les étoiles, comme, comme notre ami Étienne, et la Lune et le Soleil. Oh, 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 chacun dans sa culture apprécie beaucoup le Soleil. Mettre des lunettes, ça c'est pour les hygiène et sécurité, passe toujours pour vérifier si tout va bien. Ils apprécient le Soleil à tel point qu'ils disent « Ah, c'est un dieu. Ah, oui, 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 c'est un dieu, c'est un dieu. » Bon, ils disent tous « Allez, il est éternel. » Bon, éternel dans le passé, éternel dans le futur, bref, éternel tout le temps. Et là-dessus, ils sont tous d'accord et le Soleil est content. Alors là, je dis, si vous ne me croyez pas, si vous vérifiez, vous verrez que tout ça est juste, et vous tomberez forcément sur un spécialiste qui s'appelle Mircea Eliade, un grand spécialiste des civilisations de l'Antiquité, qui vous dirait, c'est juste tout ça, mais votre dessinateur est un peu paresseux. Ah bon, pourquoi paresseux? Bah oui, il a dessiné 4 bonhommes qui jouent le rôle de 6 ou 7, et il aurait dû, en fait, pour être honnête, dessiner tous les peuples de la Terre. Parce qu'à notre connaissance, à peu près tous les peuples de la Terre ont pensé dans l'Antiquité que le Soleil était un dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait pour lui faire plaisir? Il lui offrait des offrandes, des sacrifices humains, etc. etc. Bon, je passe. Vous voyez, alors, simplement, il y a une exception. Et une exception, c'est toujours ça qui étonne les chercheurs. Parce qu'une exception, ce n'est pas normal. C'est soit un dingue, soit un original, soit... Vous voyez, bon. Et on va voir qui c'est. Alors justement, arrive un nouveau venu qui est le petit peuple hébreu. Alors moi je le dessine comme ça dans cette première histoire parce que tout simplement à une époque il était petit, moins armé, moins costaud que tous ses grands voisins. On le reconnaît avec sa kippa. Et je salue s'il y a des frères fils d'Israël ici, je ne sais pas. Il y a tout à l'heure Madame Ben David qui était une élève de Claude Tresmontant et qui est agrégée d'hébreu, mais elle n'a pas pu rester. Alors je continue, le petit peuple hébreu est surpris, nous le savons tout ça grâce aux textes, aux livres qui sont arrivés jusqu'à nous, qu'on peut dater, valider, authentifier de mieux en mieux grâce au progrès. Bon. Et il leur demande, dites messieurs, excusez-moi de vous déranger, mais vous faites quoi là, exactement, tous ensemble, réunis symboliquement? Les autres, ils font leur prière avant de faire des sacrifices. Bon.
Surtout que les sacrifices au soleil, vous avez remarqué que ça marche. Parce qu'on fait la prière, on dit Seigneur Soleil, lève-toi demain, on va t'offrir 3 bébés de jeunes filles. Le lendemain, le soleil se lève. Et ça, c'est le problème. Ça a l'air marrant comme ça, mais c'est le problème que Claude Tresmontant a parfaitement identifié de toutes les fausses croyances. C'est que quand ça marche, c'est quasiment indéboulonnable. Et même Einstein est passé par une fausse croyance dans la philosophie de Spinoza qui l'empêchait de penser qu'un univers en expansion. Pour Einstein, il fallait que l'univers soit fixe, fixiste, parce que c'est ce que disait Spinoza, donc c'était forcément vrai. Bon, Einstein a eu le génie, contrairement à d'autres savants, ils ont été nombreux, il a fini par reconnaître son erreur en disant c'est la plus grosse bêtise de ma vie. Donc on l'applaudira tout à l'heure. Alors les autres répondent, ça se voit pas, chut, on vénère le soleil. Oui, parce que c'est un dieu éternel. Ouais. Un petit peuple hébreu est surpris, c'est un code en BD, ça fait sauter un chapeau pour montrer qu'on est surpris. Il commence à rigoler, il a intérêt à se retenir parce qu'ils sont plus costauds, je vous rappelle. Et là, il peut plus, il éclate de rire. Ça, c'est dans ses textes, on peut le dire, voilà. La façon dont il... Voilà. Alors, ça attire l'attention, ça énerve un peu, et il va leur dire, non mais excusez-moi messieurs, c'est un peu nerveux, c'est trop fort, ça met le soleil que vous vénérez, excusez-moi, vous perdez complètement votre temps. Il n'entend rien, il ne voit rien, bref. Le soleil n'est pas un dieu, ce n'est qu'un, alors un quoi? Un soleil, un astre, une boule de feu, machin. Vous allez voir, dans leur livre, ils ont mis quelque chose de beaucoup plus subversif, ce n'est qu'un lampadaire. Là, il y a un arrêt sur image, ça parcourt les neurones, 200 milliards de neurones comme voilà. Et voilà ce qui va se passer, un lampadaire. Ça fait un dessin animé qui ne coûte pas cher du tout. C'est comme au piano, avec 2 doigts, j'arrive à le faire, sur la machine. Voilà. Et alors, oh là là, je suis allé trop loin. Bon, un lampadaire, voilà, ça me plaît beaucoup. Bon, et puis lui, il dit bah oui, je vous dis ça, c'est pas pour me moquer, mais appelez ça lampe, luminaire, lumignon, lanterne, lampion, tout ça c'est la même chose, c'est quelque chose qui s'allume et qui s'éteint, qui a eu un commencement et qui s'éteindra définitivement. Et entre les deux, ça s'use inexorablement. Autrement dit, il y a la notion d'entropie qui est là déjà dans le psaume, je crois, 102. Terre et ciel, c'est-à-dire pour le langage hébraïque, l'univers entier, terre et ciel c'est l'univers entier, s'use comme un vieux vêtement. Bon, différentes traductions en français, mais ça donne à peu près ça. Donc notion d'usure, et en même temps le peuple hébreu a l'originalité de reconnaître une notion de création qui est unique dans la pensée universelle à peu près. Bon, alors continuons. Qu'est-ce qui va se passer dans l'image suivante? On s'en doute. Ouais, les Hébreux prétendent que le soleil n'est pas éternel, saisissez-le, il a intérêt à courir vite parce qu'ils sont plus nombreux, plus costauds, etc. Alors, bon, alors là, on peut faire d'autres développements sur l'antisémitisme, sur le nazisme, etc. Ça sera demain le cas d'ailleurs. Mais en tout cas, on constate que là, il y a un vrai conflit qu'on peut appeler un conflit. Alors, c'est un mot que les élèves de 6e apprécient beaucoup parce que je me permets de leur apprendre un mot, le mot paradigme. Le mot paradigme, on a tous une petite définition. Moi, j'ai découvert ce que ça voulait dire, donc je n'ai pas de complexe là-dessus. Enfin, je veux dire, je comprends qu'on ne le sache pas, mais en fait, c'est représentation du monde, un modèle du monde. Ce n'est pas un conflit de théologie d'abord, c'est un conflit de modèle du monde. Bon. Alors, ils aiment bien ce mot, les élèves de 6e, parce que c'est comme paradis. Je leur fais remarquer que c'est comme paradis. Puis à la fin, il y a gme comme dans Astérix me. Vous voyez, comme dans paradigme, voilà. Et ils rentrent à la maison, maman, on a découvert un nouveau paradigme. Bon. Voilà, ça permet de parler dans les familles. Bon, alors, conflit de paradigme. Alors, c'est très intéressant ce conflit parce que c'est ça qui nous intéresse pour l'enquête des indispensables, parce que c'est une enquête. C'est quand il y a des débats comme ça, quand dans les civilisations, il y a eu des conflits d'interprétation, des débats, parce que finalement, l'humanité a dû gérer ce genre de débat qui porte sur beaucoup de sujets. Qu'y a-t-il après la mort? Est-ce qu'il y a un Dieu, plusieurs ou pas du tout? Vous voyez, est-ce que la matière, les atomes s'organisent tout seuls pour faire des êtres vivants, plantes, animaux, hommes ou pas? Vous voyez, tous ces débats certains sont encore valables à notre époque. Et je disais que pour gérer ces débats, l'humanité finalement a inventé un système, c'est un tiroir. Alors pardonnez-moi, il grince depuis l'Antiquité, c'est un tiroir en silex dans lequel on va ranger toutes les questions qui font débat, tous les problèmes de paradigmes différents. Voyez, alors la question du soleil fait débat, on la met dans ce tiroir. Et puis après, je demande aux élèves de me donner d'autres idées de débat. 10 minutes. 10 ou 5. Voilà. Et on va
Et on va s'apercevoir qu'on a un tiroir des opinions, des croyances, vous voyez, qui est très très rempli depuis l'Antiquité. Et parce que le problème, c'est que dans cette question du soleil, comme dans d'autres questions, il était impossible de connaître la vraie réponse. Et c'est ça qui nous intéresse. Qui a raison dans toutes ces questions? Seulement voilà, aujourd'hui, si je vous fais un sondage d'opinion, levez la main ceux qui pensent que le soleil est éternel, qu'il durera éternellement. Ouais, il n'y en a pas beaucoup qui lèvent la main. Bah, c'est pareil dans les lycées. Les gens maintenant sont au courant que cette question du soleil n'est plus dans le tiroir, n'a plus rien à faire dans le tiroir des opinions, des croyances, des interprétations philosophiques. On va l'enlever. Qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un tout nouveau tiroir, là, qu'on va appeler le tiroir des réponses ou le tiroir du réel, vous voyez. Et ce tiroir des réponses, eh bien, il s'accumule en mettant le dossier Soleil dedans, puisqu'on sait plein de choses sur le Soleil, qu'il a commencé il y a à peu près 4,5 milliards d'années, qui finira dans à peu près 4,5 milliards d'années, etc. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de réponses qu'on a trouvées à beaucoup de questions qui se posaient depuis parfois des milliers d'années. Et c'est grâce à cette comparaison entre les deux tiroirs, eh bien, qu'on va pouvoir faire une enquête. C'est tout simplement ce qu'on peut appeler la confrontation au réel de tout ce qui a été dit. Vous voyez, tous les philosophes, religieux, sages, mages de tous les temps ont tous exprimé leur opinion sur comment est fait l'univers, et qu'est-ce que c'est, et à quelle vitesse il a été fait, etc. Eh bien maintenant, on peut comparer ça avec nos réponses. Les réponses qui ne sont pas celles que nous inventons ou qui nous plaisent, mais tout simplement les réponses que nous enseigne le réel par cet outil que sont les sciences expérimentales, qui sont simplement une paire de lunettes qui nous apprennent à lire le réel. Voilà. Bon. Donc vous voyez, c'est ça les enquêtes, et bien sûr, ça va beaucoup s'inspirer de Claude Tresmontant, absolument, parce que sans lui, ça n'aurait pas pu exister. Bon, je me suis trompé de bouton. Je vais essayer de le rallumer pour vous faire, avant de finir, une petite animation qui est un peu plus élaborée que celle-ci, avec une question un peu plus poussée sur le problème de l'apparition de la vie. Vous voyez, c'est une des fausses croyances qui a duré très 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 longtemps. Il a fallu attendre Pasteur pour réparer ça. Et cette fausse croyance que la vie apparaît facilement n'importe où. Et donc ça s'appelle la génération spontanée. Alors on va regarder un petit épisode là-dessus, et puis vous allez comprendre aussi. Ah oui, j'ai pas mis le son là, zut, j'ai oublié. Ah oui, voilà. Merci Jean-Michel. Ou sinon je le fais avec le... Bon. On l'avait enlevé parce que si on le laisse, ça fait un bourdonnement très désagréable. On voulait vous épargner ça. Bon, laisse tomber, je vais faire le son. Hein. Ah oui, merci beaucoup. Vous entendez? C'est pas bon. Alors on va voir si ça marche. Il y a quelque chose d'assez étonnant qui s'appelait la génération spontanée. Ouais, c'est normal, dit le marin. Les voyages étaient longs et on embarquait des sacs de provisions pour des mois entiers de traversée. Nous, les marins, on savait ce qu'il y avait dans les sacs. Surtout qu'on vérifiait parce que le cuistot, lui, il voulait de la bonne marchandise. On avait fait voir ce sac de farine. Parfait. Et le navire prenait le large. Et au bout de 3 mois, quand on ouvrait le sac de bonne farine, il n'y avait pas que de la farine dans le sac, mais des bestioles, plein de bestioles. Alors, le capitaine réunissait l'équipage et le médecin du bord, qui était savant, expliquait. Ces bestioles vivantes sont nées de la farine, from the farine, qui, elle, n'est pas vivante. Oui, parce que c'est un navire anglais à cause de la suprématie de l'Angleterre sur les mers du monde. Les bestioles vivantes sont nées from the farine, qui n'est pas vivante. Et les marins font « Oh !» Et tout le monde fait « Oh !» Puis, au retour, le médecin, qui était savant, expliquait aux autres savants « Messieurs, ladies and gentlemen, au cours de mes voyages, j'ai été témoin d'un cas flagrant de génération spontanée. La vie naît spontanément from the matière inanimée. » Et tous les savants font « Oh !»
Cette observation confirme parfaitement la thèse de vitalisme citée par M. Diderot dans son encyclopédie. Il dit la chose suivante. Il dit « La matière est animée d'une force vitale qui produit la vie. À un moment donné, la matière inerte peut devenir vivante, ce qui est d'ailleurs la seule explication rationnelle of the beginning of the life, commencement de la vie. Le médecin flamand von Helmont, il a fait une expérience. Il mélangeait des grains de blé avec une chemise souillée de sueur humaine. C'est authentique. Eh bien, messieurs, ladies and gentlemen, au bout de 28 jours exactement, savez-vous ce qu'il a vu apparaître? Do you know? Non, on ne sait pas, non, we don't know. Des souris, messieurs, ladies and gentlemen, des souris! C'est authentique. Ce qui constitue la preuve irréfutable que la vie provient bel et bien de la matière. La matière contient de la vie. Ces faits certains confirment avec éloquence la philosophie du grand Spinoza et des antiques stoïciens qui s'appelle hylozoïsme, du grec hylé, matière, zoé, la vie. Donc, la matière est vivante. Messieurs, ladies and gentlemen, je vous remercie. Dites, docteur Newdam, si la matière est vivante, comme vous l'affirmez, alors des êtres vivants comme ces souris peuvent naître sans parents. C'est ce que von Helmont a constaté, yes. Pour les philosophes grecs, vous savez, la vie est une propriété de la matière. Elle est éternelle et apparaît spontanément chaque fois que les conditions sont propices. Oui, mais professeur, vous croyez que c'est possible, cette histoire de souris, je sais pas, on dirait de la magie. Avez-vous réussi vous-même à reproduire cette expérience? Oh, je n'ai pas le temps, laissez-moi, poussez-vous. En réalité, personne n'a jamais réussi à reproduire cette expérience, entre guillemets, du professeur von Helmont, car elle est en fait tout à fait impossible. Voilà, on va s'arrêter là. Donc vous voyez, soit c'est une erreur, soit c'était une sorte de tour de prestidigitation qui était destiné à faire croire, à faire adhérer, à faire valider par la science, voilà, une intention, un parti pris philosophique. Et ça nous montre l'interaction, pas seulement de foi et raison, mais de pensée et réel. Vous voyez, ce qu'on appelle, je ne sais pas quoi, le concordisme, là on avait des tentatives de concordisme avec des idées philosophiques, c'est-à-dire faire croire que, voilà, puisqu'on pense que la matière contient de la vie, eh bien forcément on va tout faire pour faire apparaître cette vie spontanément sans aucun autre élément extérieur. Vous voyez, donc c'est cette interaction, cette confrontation au réel des grands courants de la pensée, qu'ils soient philosophiques ou religieux ou tout ce que vous voudrez, c'est absolument nécessaire et c'est une nouveauté considérable de notre époque qui a à peu près une cinquantaine d'années. Petit à petit, ce tiroir des connaissances a été construit par des hommes et des femmes, chercheurs qui ont travaillé. Mais c'est récent, les choses sont récentes, vous voyez. La découverte de l'ADN, 1953, la photo en tout cas de la double hélice. La découverte du fond diffus cosmologique qu'on appelle le Big Bang, ça date de 1964-1965, vous voyez. Eh bien ça met fin à une quantité de fausses croyances qui empêchaient l'exercice normal de l'intelligence, comme dit Claude Tresmontant. Voilà, je vais m'arrêter, je pourrais parler des heures. On pourra continuer, on ne va pas faire de questions parce qu'il y a un pot maintenant avec même du vin rouge, vous voyez, pour ceux qui veulent. Et donc, on pourra faire des questions à ce moment-là. Merci beaucoup.